Le Conseil présidentiel de transition a déjà utilisé près des 2/3 du temps qui lui est alloué pour mener à bien la transition. Pourtant, ses membres restent convaincus qu'il est encore possible de respecter la feuille de route fixée par l'accord du 3 avril. Dans son adresse à la nation, le président du CPT, Fritz Alfonjean, s'est engagé à organiser des élections avant la fin du mandat de la transition prévue pour le 7 février 2026. Cependant, malgré ces engagements, le des ex-prioritaires de la feuille de route, la sécurité, reste toujours un défi majeur. Pour y remédier, les autorités annoncent leur intention d'intégrer des agents de la Brigade de sécurité des aires protégées BESAP dans les dispositifs de sécurité aux côtés des forces de l'ordre dans le but de stabiliser le pays. Ces promesses pourront-elles être tenues? Quel rôle la BESAP est-elle réellement appelée à jouer dans la lutte contre les groupes armés? Pour commenter l'actualité sécuritaire, nous avons l'heureux privilège de recevoir sur le plateau de Métronion ce soir Ashley Larac. Il est ancien militaire et c'est avec grand plaisir que nous l'accueillons sur notre plateau. Monsieur Larac, bonsoir. Merci infiniment de votre présence. Bonsoir Rose, je suis toujours très content d'être avec vous. Hier, 3 avril, qui a marqué d'ailleurs le premier anniversaire de l'accord du 3 avril, le président du Conseil présidentiel de transition, M. Fritz Alfonjean, s'est adressé à la nation. Et lors de son adresse, il a justement parlé, il a annoncé l'intégration des agents de la BESAP dans la lutte contre l'insécurité. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Moi, j'ai été très content de cette annonce, d'autant plus que l'association militaire dont je suis membre et porte-parole et mène ce combat depuis, je dirais, 2000-2001. Nous avons introduit cette question auprès de différents gouvernements, enfin différentes personnes qui se sont succédées à la tête du gouvernement, et nous n'avions pas été entendus à l'époque. Nous avions agité la question de l'intégration des BESAP au sein des Forces armées d'Haïti pour donner une structure à ce corps-là et donner un encadrement à tous ces jeunes volontaires qui sont disposés, comme ils l'ont prouvé d'ailleurs, à se battre pour le pays. Lorsqu'on sait qu'il y a certains antécédents, et d'ailleurs le président du Conseil présidentiel a dit également qu'on allait épurer, qu'on allait choisir les agents avec un casier judiciaire vierge. Comment être sûr de cette épuration selon vous? Vous savez, moi je suggérerais qu'on cesse de parler, enfin, de prendre d'abord les points négatifs sur une décision. Et quand la BESAP, qui avait déjà des individus dont le casier judiciaire n'était pas trop brillant, quand la BESAP est intervenue pour supporter la population à Ouanamet, en fait, le pays entier avait applaudi cette initiative-là. Nous n'avons plus rien à redire, personne ne parlait de la BESAP. Quand la BESAP se tient ces jours-ci à Léogane d'abord, pour protéger la ville, se tient aux côtés de la police nationale, on n'a pas grand-chose à dire de mal de la BESAP. Quand la BESAP se tient à Mirbalais, aux côtés de la police nationale encore pour se battre, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc qu'il y ait des individus à l'intérieur de l'institution qui ne soient pas corrects, c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est acceptable, mais c'est normal. Parce que si l'international fait état d'une police nationale qui est à 60% polluée, pourquoi est-ce que en fait, je ne sais pas, les politiques ces jours-ci veulent asseoir un discours pour mettre à mal l'annonce du président, pour faire croire qu'il aurait pris l'initiative de faire quelque chose d'extrêmement dangereux. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'épuration de la police nationale d'Haïti? Ça doit être une tâche bien plus difficile que d'épurer la BESAP. Et ces milliers de jeunes qui sont disposés, qui ont prouvé leur disponibilité et leur engagement vis-à-vis du pays. Et nous devons quand même avoir une structure d'encadrement pour eux. Donc l'annonce qu'il a faite, je vous assure que c'est une excellente chose, c'est une excellente nouvelle. Et les institutions, la ANAP qui dirige la BESAP et les Forces armées d'Haïti devraient pouvoir le plus rapidement possible signer l'accord
qui leur permettent d'intégrer ces individus au sein de l'armée, de les former correctement et d'effectuer cette dite épuration dont on parle. Et avec cette intégration, quel rôle vous pensez que la BESAP va jouer dans la lutte contre l'insécurité? C'est aussi, tous les citoyens doivent jouer le même rôle, celui de défendre la nation contre le banditisme. Il n'y a pas de rôle spécifique pour la BESAP. La BESAP va intégrer l'armée d'Haïti, pas pour protéger les airs, puisqu'il n'y a plus d'air à protéger ces jours-ci. C'est le pays qui a à protéger. Donc, nous mettons la Constitution ou les institutions en mode pause pour en créer de nouvelles, maintenant, qui puissent adresser un seul problème, celui de l'insécurité. Et c'est ce problème qui nous empêche d'ailleurs de régler les autres, enfin, de soulager le peuple de tous ces maux. Donc il faudrait qu'on résolve ça. Et comment est-ce qu'on pourrait mieux agencer la coordination entre la police nationale, les forces armées d'Haïti, la BESAP? Comment s'assurer d'une bonne coordination, justement? Vous savez, nous avons au sein de la BESAP des anciens militaires aussi, qui ont une idée bien précise de ce qu'on appelle la hiérarchie. Mais nous avons beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore correctement hiérarchisés. Nous avons au sein de la police nationale des policiers qui sont conscients de la hiérarchie. Nous avons des unités spécialisées qui ont appris à diriger des troupes. Donc si le nombre manquant de policiers qu'il faut pour faire des interventions dans certains endroits, nous ajoutons des agents de la BESAP qui sont disponibles sur place et qui ont l'avantage de connaître les lieux. C'est l'avantage de la BESAP. Les agents de la BESAP sont déjà sur tout le territoire. Donc quand on récupère des agents de la BESAP qui connaissent les lieux et qu'on les met avec la police nationale, ils facilitent beaucoup le travail de la police nationale. Et ce sont des jeunes. Moi je vous avoue, on parle de pollution au sein de la BESAP, mais moi j'ai surtout vu des jeunes qui étaient complètement désorientés, mais qui voulaient défendre le pays. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai vu. Donc il suffit de leur donner une certaine direction, de leur donner un accompagnement, de donner la structure hiérarchisée, et à ce moment, on aura un résultat. Il faut bien les encadrer afin d'obtenir un résultat. Il faut encadrer tout le monde, il faut encadrer les brigades de vigilance, il faut encadrer la police elle-même, il faut encadrer l'armée. Il a besoin d'encadrement là maintenant. Donc il faut que tout soit encadré pour diminuer les dommages collatéraux. L'intégration de la BESAP dans la lutte contre l'insécurité vient justement dans un contexte où la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus et de plus en plus complexe, notamment avec, si on peut prendre comme exemple, l'évasion récemment à Mirebalais de près de 500 prisonniers, et aussi avec des blindés justement de la mission multinationale qui ne cesse d'être en panne. On est un petit peu perdu. C'est une chose qui m'a fait sourire, puisque le véhicule de transport de troupes est un véhicule qui coûte un minimum de 700 000 $ américains. Chaque véhicule. D'accord. Donc, nous avons des véhicules de plus d'un demi-million de dollars américains qui ont été conçus et fabriqués par des ingénieurs à l'étranger, des ingénieurs de très très haut niveau. Ce sont les mêmes véhicules qui sont utilisés en Ukraine, dans la guerre. Et nous voyons que l'Ukraine demande des armes de très haute technologie, des armes de pointe pour pouvoir se débarrasser se battre contre les Russes. Pour moi, Haïti est un centre d'expérimentation. Lorsque vous dites centre d'expérimentation. Oui, puisque nous avons, contre un matériel qui coûte plus d'un demi-million de dollars, nous pouvons neutraliser ce matériel avec un cocktail Molotov. Est-ce que ce n'était pas prévu? Les ingénieurs notamment qui le cocktail Molotov coûte 3 $. Donc nous avons 3 $ américains. Contre 700 000 $. Contre plus d'un demi-million de dollars américains. Donc il faut dire aussi, et je l'ai dit dans un texte récent, que sans le savoir lancer de nos bandits des gangs, peut-être que le cocktail Molotov ne serait pas arrivé là où il est arrivé, à l'intérieur du véhicule, pour le neutraliser. Donc je crois que nous avons là une matière à exporter. Il faudrait que l'Ukraine vienne recruter chez nous, non seulement la manière de neutraliser les tanks russes ou les véhicules de transport russes, mais nos lanceurs aussi. Donc nous avons
tous ces bandits qui peuvent jeter des cocktails Molotov, qui peuvent aller se battre en Ukraine, il y a moyen pour Haïti de proposer une industrie. Et parce que nous avons développé, finalement, il faut croire que nous avons développé un armement et beaucoup plus sophistiqué que celle des étrangers, puisque la nôtre ne coûte que $3. Donc, tenant compte de tout cela, vu la situation dans laquelle est le pays, vu ce chaos, comment s'en sortir? Parce qu'avant, nous avions eu l'OS, l'Artibonite, aujourd'hui avec Mirbalais. Donc on a l'impression que de plus en plus de départements sont touchés par cette violence des gangs. Vous savez, je ne comprends pas qu'une prison à Mirbalais de 536 personnes, 536 prisonniers, et on a fait état de 60 condamnés parmi les 536, soit gardée par moins de 20 personnes, 20 agents. Alors qu'un seul dignitaire du gouvernement a plus de 22 agents en garde de corps avec lui. Donc une seule personne, multipliée par le nombre de personnes que nous avons, une seule personne justifie d'avoir 22 gardes de corps. Et pour une prison qui a 500 prisonniers, la plupart venant de gangs, il y a moins de 20 personnes à garder cette prison-là. Donc, c'est ce non-sens, je ne sais pas, le président Fridjan va avoir énormément de mal à régler ce genre de choses. Comme c'est un homme de chiffres, il va certainement faire la comparaison, et je vous assure, s'il ne perd pas le Nord entre-temps, j'espère qu'il viendra avec des chiffres un petit peu plus probants ou des choses qui peuvent nous aider à régler le problème, parce que ça ne fait aucun sens. Celui qui a pris cette décision, on voit qu'il n'y a pas de parité, il n'y a rien du tout, ça ne fait pas de sens du tout. Donc, pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un carrefour de non-retour? Je ne pense pas. Il n'y a jamais de non-retour. Nous ne sommes plus en crise, il faut que je vous dise ça, puisque une crise, c'est quelque chose qui commence et qui dure un certain temps et qui finit. Mais comme il n'y a aucune prévision, il n'y a aucun projet de restructuration ou de choses comme ça, nous ne pouvons plus dire que nous sommes en crise. Nous sommes en guerre, comme l'a dit le président du CPT. Nous sommes en guerre. Nous sommes une nation en construction. Donc il va falloir qu'on commence par les bonnes choses. La première, c'est régler la question sécuritaire. Et la deuxième va être d'éduquer la population. Il faut qu'on s'y mette maintenant. Donc le projet est difficile à concevoir, je conviens, mais il faut que nous nous asseyions en tant que société pour pouvoir définir un plan, un projet bien déterminé et dire ce que nous voulons vraiment. Je crois que c'est là l'essentiel. Automatiquement, nous aurons déterminé là où on veut aller. Je crois que le problème sera à moitié résolu. Il faut qu'on s'y mette maintenant. Merci infiniment à vous, Monsieur Larac, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci. Voilà donc l'analyse de Ashley Larac. Il était notre invité ce soir.